C'est l'un des auteurs français les plus célèbres au monde, c'est également l'un des plus traduits. Ça faisait un moment que j'avais envie de lui consacrer une vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un auteur que j'aime beaucoup, même si on lui colle toujours l'étiquette d'auteur jeunesse. Moi, je trouve qu'il n'a pas à rougir de son œuvre parce que il écrit bien, il sait imaginer des intrigues captivantes, ses récits sont toujours minutieusement documentés. Bref, je suis plutôt client de l'univers de Jules Verne et dans cette vidéo, je vais vous raconter son histoire qui, entre déboires amoureux, tentatives de meurtre, problèmes de santé et difficultés à percer en tant qu'auteur, est loin d'être banale. Néanmoins, avant de vous la raconter, j'ai une information à vous glisser. Cette vidéo est sponsorisée par Wide Control. Si comme Jules Verne, vous êtes auteur et que vous voulez écrire des romans fascinants, eh bien Wide Control est peut-être l'outil dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Concrètement, il s'agit d'une plateforme d'écriture pensée exclusivement pour les écrivains. Du coup, par exemple, vous avez une fonctionnalité qui vous permet de créer des fiches pour tous vos personnages. Une autre qui vous permet de structurer votre récit en faisant des résumés de vos chapitres. D'ailleurs, vous pouvez choisir d'écrire les résumés vous-même ou d'utiliser une IA pour générer des résumés automatiques. Alors évidemment, l'IA n'écrira pas votre roman à votre place, c'est pas du tout l'idée, mais elle peut vous aider en marge de l'écriture. Un truc que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a une section objectifs et statistiques qui vous permet de mesurer votre progression. Alors c'est vraiment un truc très simple, mais moi c'est quelque chose que j'adore parce que grâce à ça, j'arrive à savoir vraiment si j'avance ou pas dans l'écriture. D'ailleurs, je le précise, mais je me sers moi-même de Wide Control en ce moment pour écrire un livre, et c'est d'ailleurs moi qui les ai contactés pour faire cette sponsor. Sachez que vous pouvez utiliser Wide Control gratuitement. Avec le plan gratuit, vous bénéficiez déjà de l'éditeur de texte en illimité, des fiches de personnages, des statistiques d'écriture, de la sauvegarde automatique ou encore d'un mode hors ligne pour écrire même quand vous n'avez pas accès à Internet. Bref, vous avez de quoi faire. Mais si vous le souhaitez, il existe aussi un plan premium qui vous permet d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires comme un outil de détection des répétitions, l'assistance par IA, un système de carte mentale, de mind map pour structurer vos idées et bien d'autres. Information importante, si vous souhaitez tester Wide Control, je vous invite à vous inscrire en passant par le lien que je vous mets en description de cette vidéo et ça vous permettra en créant un compte gratuit, j'insiste, il faut que vous créiez un compte gratuit pour que ça fonctionne, de bénéficier automatiquement le premier mois d'un mois en offre premium. Donc comme ça, vous pouvez tester vous-même toutes les fonctionnalités pendant 30 jours sans même sortir votre carte bancaire. Voilà, encore merci à Wide Control de sponsoriser cette vidéo et sur ce, maintenant, on est bon pour aborder la vie de Jules Verne. Bon alors, l'extraordinaire histoire de Jules Verne commence le 8 février 1828, date à laquelle il naît dans une famille bourgeoise à Nantes. Sa mère, Sophie Allotte de la Fuye, est issue d'une famille d'armateurs et de navigateurs d'origine écossaise, et quand on ajoute à ça le fait que Nantes est une ville portuaire, on comprend déjà une chose. Même s'il ne verra la mer pour la première fois qu'à l'âge de 12 ans, Jules Verne naît et grandit dans un environnement qui stimule déjà son imagination en termes de voyage. Dans un court récit autobiographique qu'il écrit vers 1890 et intitulé Souvenirs d'enfance et de jeunesse, il écrit d'ailleurs « Et d'abord, ai-je toujours eu du goût pour les récits dans lesquels l'imagination se donne libre carrière ? Oui, sans doute, et ma famille a tenu en grand honneur les arts et les lettres. Puis il y a cette circonstance que je suis né à Nantes, où mon enfance s'est tout entière écoulée. Fils d'un père à demi parisien et d'une mère tout à fait bretonne, j'ai vécu dans le mouvement maritime d'une grande ville de commerce, point de départ et d'arrivée de nombreux voyages au long cours. En ce temps-là, nous n'avions que les lourds bâtiments à voile de la marine marchande. Que de souvenirs ils me rappellent. En imagination, je grimpais dans leurs haubans, je me hissais à leur une, je me cramponnais à la pomme de leur mât. Quel désir j'avais de franchir la planche tremblotante qui les rattachait au quai et de mettre le pied sur le pont. Bref, Jules Verne est le premier à reconnaître que la ville de Nantes, avec son port et ses navires, sera une certaine source d'inspiration pour son œuvre littéraire, quand bien même, il faut l'avouer, c'est pas une ville dont il est particulièrement fan, en partie parce qu'elle s'accommodera très mal un peu plus tard avec ses ambitions littéraires et qu'il y connaîtra aussi quelques déboires amoureux. Bon, sinon je vous ai dit que Jules Verne a pour mère Sophie Allotte de la Fuye, mais on n'a pas encore introduit son père qui va exercer une influence assez importante sur lui. Il s'agit de Pierre Verne, un avoué, c'est-à-dire un officier ministériel spécialisé dans les actes juridiques. Pour faire simple, c'est un juriste, lui-même issu d'une famille de juristes. Donc bref, comme vous le voyez, Jules Verne naît dans une très bonne famille à Nantes. Il est l'aîné de 5 enfants et pour être précis, il a 3 sœurs et un frère, un certain Paul Verne, d'1 an son cadet, qui deviendra marin et comme ils ont quasiment le même âge, ils feront presque toute leur scolarité ensemble. Et justement, parlant de scolarité, eh bien en 1834, à seulement 6 ans, Jules Verne entre en pension chez une certaine Madame Sambin. Alors ça peut faire un peu jeune pour entrer en pension, mais à l'époque apparemment, dans les familles bourgeoises qui voulaient offrir à leurs enfants une éducation stricte et religieuse,
il paraît que c'était une pratique relativement courante. Il faut le dire, mais le père de Jules Verne est un catholique très pratiquant, donc il fait tout pour donner une éducation religieuse à ses enfants. Bon, après, Jules Verne de son côté ne sera pas spécialement catho à l'âge adulte, du moins pas comme son père, mais disons qu'il reçoit une éducation rigoureuse à ce niveau. À l'âge de 9 ans, il entre ensuite au collège Saint-Stanislas à Nantes, que son père choisit sans grande surprise pour cette raison, c'est que c'est un collège qui dispense un enseignement catholique. Ensuite, de 1844 à 1846, donc de ses 16 à ses 18 ans, il est élève au lycée royal de Nantes, où il prépare le bac. Grosso modo, c'est un élève plutôt studieux et sérieux, pas forcément le plus brillant, mais il fait le travail, il se tient bien et il obtient d'ailleurs son bac avec la mention assez bien le 29 juillet 1846. Alors évidemment, après le bac se pose la question de son avenir, mais le sujet va vite être tranché car comme son père est avoué et qu'à cette époque, pour exercer en tant qu'avoué, il faut ce qui s'appelle une charge, qui a la particularité de pouvoir être vendue ou cédée à l'un de ses enfants, ce qui est la coutume à l'époque, il verrait bien son fils aîné suivre ses pas. Donc il prédestine Jules Verne à une carrière de juriste et c'est pour ça qu'en 1847, ce dernier s'en va à Paris chez une grand-tante pour faire sa première année d'études de droit. Bon, il paraît aussi que si Jules Verne est envoyé à Paris, c'est parce qu'il est amoureux de sa cousine, une certaine Caroline Tronçon, et que celle-ci est sur le point de se marier, donc sa famille cherche à les éloigner l'un de l'autre. Et ça, je le mentionne parce que c'est pas anodin dans la vie de Jules Verne, comme on va le voir, il va s'avérer plutôt malheureux en amour, et pendant ses jeunes années, la même histoire va se répéter à plusieurs reprises. En fait, il tombe amoureux d'une femme, et pour une raison ou pour une autre, celle-ci se marie quelque temps plus tard, mais évidemment jamais avec lui. Il écrit d'ailleurs dans une lettre à sa mère en 1854 « Toutes les jeunes filles que j'honore de mes bontés se marient toutes invariablement dans un temps rapproché. Voir Madame Dezonnet, née Tronçon, Madame Papin, Madame Terrien de la Haye, Madame Duverger et enfin Mademoiselle Louise François. » Bon, j'avoue, ça fait beaucoup. Pas de bol pour lui. Quoi qu'il en soit, après un an à Paris, il revient ensuite à Nantes pour continuer ses études de droit, et là justement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben rebolote, il tombe amoureux d'une nouvelle femme, une certaine Rose Herminie Arnaud de la Grostière, et je vous le donne en mille, cette dernière ne va pas épouser Jules Verne. En fait, la famille de la jeune femme trouve qu'il est encore bien jeune et qu'il constitue un parti incertain parce que son avenir n'est pas encore assuré, donc il la destine plutôt à un autre monsieur, un certain Terrien de la Haye, qu'elle épouse quelques mois plus tard. Néanmoins, la bonne nouvelle après cet épisode, c'est qu'en 1848, il retourne à Paris pour terminer ses études de droit, toujours dans le but un jour de succéder à son père, même si en fait Paris va surtout l'aider à débuter sa carrière littéraire. Grâce à son oncle, il est par exemple introduit dans les salons littéraires de Madame Barrère et Madame Mariani, ce qui lui permet de rencontrer d'autres auteurs, de se faire des relations. En parallèle de ça, il écrit un premier roman, Un prêtre en 1839, qui n'est absolument pas un récit d'aventure, mais plus une sorte d'histoire policière. Alors il terminera jamais le roman, mais disons qu'il met le pied quand même à l'étrier. À côté de ça, il commence aussi à écrire des pièces de théâtre qui ne sont jamais publiées ni jouées, mais bon, encore une fois, il débute. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à cette époque, il est particulièrement influencé aussi par l'œuvre de Victor Hugo, et Shakespeare et Molière en matière de comédie et de tragédie sont ses plus grands modèles. Néanmoins, comme on l'a dit, s'il commence à écrire, malheureusement, il publie rien du tout, donc c'est pas avec ça qu'il va gagner sa croûte, et c'est pour cette raison qu'à l'hiver 1851, il s'inscrit au barreau de Paris et s'apprête à exercer comme avocat auprès d'un ami de son père, quand soudain, coup de théâtre que personne n'avait vu venir, au début du printemps, cet ami de son père décède. Conséquence, il exercera jamais en tant qu'avocat et en fait, l'année suivante, il va carrément trouver un job beaucoup plus intéressant pour ses aspirations en tant qu'auteur. Cependant, avant de vous révéler la nature de ce job, je veux aborder un point, c'est sa santé. En fait, vers l'âge de 20-21 ans, Jules Verne commence à souffrir de maux de ventre, probablement liés à des troubles gastriques héréditaires. Il souffre également de boulimie, mais ce qui va surtout le hanter, ce sont des crises de paralysie faciale. La première survient en 1851 et il en aura 3 autres au cours de sa vie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'apparemment, il arrive qu'une inflammation à l'oreille comprime un nerf et paralyse la moitié de son visage. Il écrit d'ailleurs à ce sujet « J'ai un côté de la figure vivant, l'autre mort. D'un côté, j'ai le profil d'un homme intelligent, de l'autre d'un idiot. » Et le truc en fait, c'est que ces crises peuvent durer plusieurs semaines, donc Jules Verne ne sait jamais quand elles vont se terminer, ni si elles vont se terminer, et il aura la crainte pendant toute sa vie que ces épisodes reviennent et le fassent sombrer à terme dans la folie. Bon, je vous fais le spoiler dès maintenant, heureusement pour lui, il sombrera jamais dans la folie, mais disons que il verra toujours ça comme une espèce d'épée de Damoclès suspendue au-dessus de lui. Bon, ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est lorsqu'il est à Paris à la fin des années 1840 que Jules Verne commence à écrire ses premières œuvres, essentiellement des pièces de théâtre, et en fait, grâce aux relations qu'il se fait dans les milieux littéraires, notamment en fréquentant des salons, il rencontre un auteur qui l'inspire particulièrement, il s'agit d'Alexandre Dumas.
Le jeu des relations faisant son chemin, il va également rencontrer son fils, Alexandre Dumas fils, et devenir ami avec celui-ci. Or, cette amitié est loin d'être anodine puisque en 1850, Jules Verne écrit une pièce de théâtre, une comédie intitulée Les Pailles rompues, et Alexandre Dumas fils va l'aider à la corriger, et grâce à son père, ils vont même réussir à la faire jouer. Pour l'anecdote, la pièce est donnée pour la première fois le 13 juin 1850 au Théâtre Historique, qui a été créé à l'initiative d'Alexandre Dumas père. Elle est jouée 25 fois et elle rapporte un peu plus de 4000 francs à Jules Verne, ce qui est pas mal du tout pour un jeune auteur de 22 ans, même si une telle rentrée d'argent reste surtout une sorte de one-shot. L'année suivante, en 1851, ce qu'on peut mentionner, c'est qu'il publie ses 2 premières nouvelles dans une revue baptisée Musée des familles, et il en publiera comme ça quelques autres dans les années qui vont suivre. Mais le fait peut-être le plus décisif pour lui dans ces années-là, pour sa carrière d'auteur, c'est qu'en 1852, il entre en tant que secrétaire au Théâtre Lyrique. Je vous explique rapidement, le Théâtre Historique d'Alexandre Dumas fait faillite à la fin de l'année 1850, et quelques mois plus tard, il est repris par les frères Seveste, qui le renomment la salle Opéra National, puis le Théâtre Lyrique en 1852, date à laquelle l'un d'eux propose à Jules Verne d'en devenir le secrétaire. Alors au début, il n'est pas payé, mais très vite, il va obtenir une rémunération de 100 francs par mois pour ses services, et en plus de ça, il obtient la possibilité de faire jouer ses propres pièces dans le théâtre. Donc ça, c'est plutôt un bon deal pour lui, il gagne pas super bien sa vie parce que ses pièces font pas de lui non plus une superstar, et d'ailleurs son père continue de l'aider financièrement quand il a besoin, mais il est dans la vingtaine, il est jeune, et cette position lui permet de se consacrer pleinement à la littérature. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 1852, il avertit son père qu'il ne reprendra jamais sa charge d'avoué. Là-dessus, disons que son père est évidemment un peu déçu parce que être avoué, c'est une situation infiniment plus stable que dramaturge, mais il comprend aussi que Jules Verne est vraiment déterminé à réussir en tant qu'auteur, et du coup, il accepte sa décision, et comme je l'ai dit, il lui verse même aussi une petite pension dans les années 1850 pour l'aider à vivre à peu près correctement à Paris, à côté de ses petites rentrées d'argent en tant que secrétaire et dramaturge. À côté de ça, on peut aussi mentionner qu'en 1851, Jules Verne fait la rencontre d'un certain Jacques Arago, un grand voyageur qui a la particularité d'être devenu aveugle et d'avoir continué à voyager alors qu'il était non-voyant. Jacques Arago a également fait des récits de ses voyages et il initie entre guillemets Jules Verne à ce type de littérature. Ensuite, en 1854, le directeur du Théâtre Lyrique décède. On propose son poste à Jules Verne, qui a alors 26 ans, mais celui-ci le refuse parce qu'en fait, il veut pas avoir à assumer les responsabilités liées à un poste de direction. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir un maximum de liberté pour écrire, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'en 1855, il va même quitter son poste de secrétaire au Théâtre Lyrique. À cette période, il est d'ailleurs très productif, il multiplie l'écriture de pièces de théâtre et de nouvelles, donc on pourrait se dire c'est bon, c'est le moment du grand saut. À partir du moment où Jules Verne ne va plus se consacrer qu'à la littérature. Sauf que, pas du tout. En fait, en 1856, il rencontre au mariage d'un ami, après de nombreuses déceptions amoureuses, comme on l'a vu, une certaine Honorine de Viane, veuve de 26 ans et mère de 2 filles. Autant dire que c'est le coup de foudre, et surtout, cette fois, Honorine n'a personne d'autre à épouser sinon Jules Verne, donc il fonce et il se marie l'année suivante, en 1857. Bon, après malheureusement, la passion va vite retomber, ils resteront ensemble jusqu'à la fin de leur vie, mais disons que leur mariage ne sera pas une franche réussite, ils se comprendront jamais vraiment, et en plus, pour couronner le tout, ils auront un fils en 1860, le seul enfant biologique de Jules Verne, baptisé Michel, qui lui mènera la vie dure. Je vous en reparlerai un peu plus tard, mais c'était un sacré garnement. En attendant, si je mentionne l'épisode du mariage de Jules Verne, c'est parce que à cette époque, ses revenus littéraires sont encore trop insuffisants et trop inconstants pour assurer, disons, la stabilité du ménage. Du coup, vers 1855-1856, Jules Verne, loin d'abandonner ses ambitions littéraires, se dit que finalement, ce serait quand même mieux s'il avait un job qui lui assure des revenus un peu plus conséquents. Donc il a une idée, c'est de se lancer dans la bourse et de devenir agent de change, donc d'acheter et de vendre des titres financiers pour le compte de clients. Néanmoins, pour ça, il a finalement besoin d'une charge, donc il va demander beaucoup d'argent à son père et à son beau-père pour en obtenir une et ainsi se lancer. Et s'ils vont effectivement l'aider et qu'il va conserver cette activité pendant plusieurs années, il va travailler dans la banque Egley&C jusqu'en 1864. Autant le dire, il s'avérera pas particulièrement doué dans ce job. Alors il va pas non plus finir ruiné, mais vraiment en tant qu'agent de change, il était plutôt claqué. Cependant, j'ai envie de dire, c'est pas si grave que ça, parce que en fait, en 1864, s'il quitte son job à la banque, c'est pour une raison très heureuse. Sur le plan littéraire, après des années à essayer de percer, il commence enfin à avoir du succès. Si les années 1850 sont pour Jules Verne pleines de promesses, disons les choses, c'est vraiment au cours de la décennie suivante que la roue va vraiment se mettre à tourner. Vers 1861-1862, il propose à l'éditeur Pierre-Jules Hetzel un roman intitulé « Voyage en Angleterre et en Écosse », inspiré d'un voyage qu'il a effectivement fait en Angleterre et en Écosse.
Bon, l'éditeur le refuse, mais Jules Verne n'abandonne pas, et quelques temps plus tard, il revient avec un second manuscrit intitulé Un voyage en l'air, racontant l'histoire d'explorateurs qui survolent des zones alors méconnues de l'Afrique en ballon. Et cette fois, Pierre-Jules Hetzel le refuse, mais disons que c'est pas un refus catégorique, il demande en fait à Jules Verne de retravailler le texte, d'y ajouter une dimension plus scientifique, de mieux le documenter. Alors Jules Verne s'exécute et le manuscrit devient 5 semaines en ballon. Hetzel finit par l'accepter, il paraît le 15 janvier 1863, le premier tirage est de 2000 exemplaires et il se vend comme des petits pains. D'ailleurs, du vivant de Jules Verne, il s'en écoulera 76 000 exemplaires, ce qui est énorme pour l'époque. Donc voilà, on peut vraiment parler de best-seller pour l'époque et surtout il permet à Jules Verne de lancer sa carrière de romancier. Au cours des années qui suivent, il va signer d'ailleurs plusieurs contrats avec son éditeur Pierre-Jules Hetzel dans lesquels il s'engage, ça dépend des contrats, à lui livrer 2 ou 3 romans chaque année. Donc c'est assez amusant, mais finalement les romans de Jules Verne étaient pour la plupart des commandes de son éditeur. Et pour l'anecdote, leur collaboration dura jusqu'à la fin de la vie de Hetzel. Après sa mort, c'est son fils qui reprendra les affaires, si bien que finalement tous les romans d'aventure de Jules Verne parus de son vivant seront publiés par la maison Hetzel. Et justement dans cette vidéo, je voulais vous parler de cet éditeur parce que, à mon sens, c'est vraiment l'homme de l'ombre dans l'œuvre de Jules Verne. Alors qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne vais pas non plus exagérer son rôle, le créatif, l'écrivain, ça reste bien Jules Verne, mais ce que je veux dire c'est que Hetzel, c'est pas juste un imprimeur de livres qui a trouvé une pépite en la personne de Jules Verne et qui publie aveuglément tout ce qu'il écrit. Au contraire, il s'investit dans son rôle d'éditeur, il joue un rôle essentiel dans la correction des œuvres de Jules Verne, c'est lui notamment qui l'incite à documenter le plus scientifiquement possible ses histoires, parce qu'il comprend qu'il tient là quelque chose que le public apprécie, et grosso modo, on peut aussi dire qu'il a un énorme talent pour faire la différence entre un roman à succès et un bide commercial. Finalement, c'est un éditeur exigeant, et c'est d'ailleurs pour ça qu'après 5 semaines en ballon, quand Jules Verne lui propose un roman d'anticipation intitulé Paris au XXe siècle, et dans lequel il imagine la ville de Paris en 1960, eh bien, il le refuse. En fait, il explique à Jules Verne qu'il s'est tout simplement gouré. Selon lui, le roman n'est pas du tout à la hauteur de 5 semaines en ballon, et limite, il estime que si il le publie, ça pourrait nuire à la carrière de Jules Verne, tellement c'est mauvais, et tellement aussi le livre pourrait paraître peu crédible. Du coup, le roman a jamais été publié du vivant de Jules Verne. Pendant longtemps, on a même cru qu'on l'avait perdu, mais on a fini par le retrouver, et il est sorti en 1994, donc il y a seulement quelques années. Et à vrai dire, je savais pas trop quoi penser des raisons qui avaient poussé Hetzel à le refuser, donc je l'ai lu. J'avoue aussi que j'étais curieux de voir comment Jules Verne pouvait imaginer Paris 100 ans plus tard, et je dois avouer une chose, il y a effectivement un côté rigolo à voir que Jules Verne a anticipé notre époque, parfois avec une précision presque déconcertante. Pour donner quelques exemples, il imagine qu'en 1960, la société est régie par le monde du business et de l'industrie. Bon, c'est une prédiction assez vague, mais il s'est pas vraiment trompé là-dessus. Il imagine aussi qu'on se déplace à Paris dans une sorte de train-métro. La seule différence avec aujourd'hui, c'est qu'il est pas sous terre. Alors il s'inspire évidemment pour ça du métro de Londres, qui apparaît à peu près au moment où il écrit son livre. Il imagine aussi ce qu'il appelle la télégraphie photographique, qui permet d'envoyer des images à l'autre bout du monde en même pas une seconde. Bref, dans Paris au XXe siècle, il dépeint une société qui s'est fortement développée sur le plan technologique et parfois avec une justesse plutôt amusante. Bon, après évidemment il y a plein d'autres choses qu'il imagine et sur lesquelles il a eu totalement faux, mais bon, on peut pas non plus avoir 20 sur 20 en prédiction quand on fait un roman d'anticipation, et c'est pas le but, mais c'est juste amusant de voir que sur certaines choses, il a vu juste. Seulement, il faut l'avouer, au-delà de ça, au-delà de ses prédictions, le livre est pas fou. En vrai, l'histoire est nulle, elle se perd dans des intrigues vraiment molles. On peut aussi noter que c'est une histoire très pessimiste qui tranche vraiment avec les voyages extraordinaires sur ce point. Et je l'avoue, après avoir lu le livre, je comprends pourquoi son éditeur l'a refusé. Et je me dis même qu'il a peut-être eu raison. J'aime bien Jules Verne, mais Paris au XXe siècle, c'est franchement pas foufou, et c'est pas du tout au niveau de ses livres les plus connus. Et donc bref, tout ça pour dire que Pierre-Jules Hetzel, c'est pas un simple imprimeur, c'est bien un partenaire pour Jules Verne. Il l'aide à corriger ses histoires, à les améliorer, il n'hésite pas à refuser un mauvais manuscrit, et il fait tout pour que ses livres se vendent le mieux possible. En fait, on pourrait dire que c'est un petit génie du marketing, il est très moderne aussi, il comprend très bien ce que le public veut, et disons-le, il fait beaucoup travailler Jules Verne, au point que celui-ci signait ironiquement les lettres qu'il lui écrivait, votre bête de somme.
Alors parfois je lis que Jules Verne gagnait pas grand chose avec ses romans et que Hetzel s'enrichissait sur son dos, mais quand je vois le train de vie qu'il adopte à partir des années 1870, on peut pas dire qu'il était pauvre. En revanche, bon, il apparaît quand même que Hetzel semblait s'accaparer la plus grosse part du gâteau dans leur collaboration et que Jules Verne aurait peut-être mérité d'être payé un peu plus. Bon, après l'excuse que donne Hetzel pour justifier le fait qu'il s'accapare la plus grosse part du gâteau, c'est que les illustrations lui coûtent cher. Et en effet, les romans de Jules Verne paraissent déjà avec des illustrations à l'intérieur, et ça c'est une décision encore justement de Hetzel. Il estime que ça aide les lecteurs à mieux s'imaginer les histoires. Et à mon sens, effectivement, d'un point de vue marketing, c'était sans doute une excellente idée. Comme Jules Verne a tendance à mettre en avant dans ses histoires des inventions soit qui n'existent pas, soit qui sont récentes et qui ne sont pas forcément encore très connues du grand public, ça permet de mieux se représenter tout ça avec des images. Pour l'anecdote, c'est aussi Hetzel qui va regrouper les romans de Jules Verne en 1866 dans la collection devenue célèbre Voyage extraordinaire, qui compte 62 romans et 18 nouvelles. Enfin bref, en tout cas, en vous racontant tout ça, ce que je voulais surtout dire, c'est que Jules Verne, c'est pas un génie solitaire qui pond ses œuvres dans son coin et qui les file à l'éditeur pour qu'il les imprime telles quelles. Au contraire, c'est plutôt un écrivain qui travaille en collaboration avec son éditeur et qui accepte les retours de celui-ci pour améliorer ses romans. Bon, sinon après ça, en 1864, il publie Les aventures du capitaine Hatteras et Voyage au centre de la Terre, qui sont tous les deux encore des succès commerciaux. Il enchaîne avec plusieurs romans devenus également des classiques, comme 20 000 lieues sous les mers en 1869 ou Le tour du monde en 80 jours en 1873, qui sera le best-seller de Jules Verne de son vivant, avec 108 000 exemplaires vendus au cours de sa vie. Pour l'anecdote aussi, souvent ces romans paraissent d'abord sous la forme de feuilletons, notamment dans une revue jeunesse qu'il crée avec son éditeur, le magasin d'éducation et de récréation. Et donc voilà, en une dizaine d'années, il devient un auteur populaire dont les lecteurs s'arrachent les livres, raison pour laquelle, comme on l'a dit, en 1864, il abandonne son poste à la banque pour se consacrer enfin pleinement à l'écriture. Petite anecdote très sympathique aussi, dès les années 1870, soit une dizaine d'années après avoir commencé à publier des romans, il commence déjà à être traduit et publié à l'étranger. Preuve s'il en est de sa renommée qui ne va faire que de grandir avec le temps. Alors évidemment, ce qui fait cette renommée de Jules Verne, c'est que dans ses œuvres, il imagine aussi souvent des technologies qui n'existent pas. Alors à l'époque, ça fait rêver. Bon, encore aujourd'hui, à la limite, ça peut faire rêver. Mais maintenant aussi, ce qui est amusant, c'est de voir qu'il a anticipé parfois des choses qui sont devenues effectivement réalité. On peut citer par exemple le sous-marin le plus célèbre de la littérature, le Nautilus de 20 000 lieues sous les mers, avec lequel il a 15 ans d'avance sur le premier vrai sous-marin fonctionnel. Et dans De la Terre à la Lune en 1865, il imagine le voyage vers la Lune avec près de 100 ans d'avance sur Armstrong au moyen d'une sorte de capsule spatiale propulsée par un canon. Avec un peu d'imagination et d'indulgence, on pourrait y voir ici l'ancêtre de la fusée. Et au final, à force d'accumuler les inventions de ce genre, on a souvent tendance à dire que Jules Verne était un visionnaire. Et en soi, oui, je suis d'accord. Néanmoins, je crois qu'il est quand même bon de rappeler que Jules Verne n'est pas non plus forcément toujours le premier à avoir imaginé certaines des choses qui nous paraissent aujourd'hui comme les plus innovantes dans ses histoires. Donc si besoin est de préciser, Jules Verne n'a pas inventé la montgolfière par exemple, qui existait déjà depuis 80 ans quand il a commencé à s'en servir dans ses histoires, ni le scaphandre qui venait tout juste d'être mis au point quand il a commencé à en parler dans 20 000 lieues sous les mers. De la même façon, d'autres auteurs avant lui ont aussi écrit des récits qui parlaient par exemple de voyages sur la Lune. Johannes Kepler a écrit Le Songe ou l'astronomie lunaire en 1608, dans lequel il fait visiter la Lune à ses lecteurs, et en fait, quand on cherche, même des siècles avant, on peut retrouver des histoires fantastiques qui parlent de voyages lunaires. Je peux citer encore Lucien de Samosate qui avait fait une parodie de l'Odyssée au IIe siècle, dans lequel ces personnages voyagent sur un bateau et vont comme ça sur la Lune. Néanmoins, avant Jules Verne, disons que le voyage lunaire est traité de façon fantastique ou onirique. Dans De la Terre à la Lune, en revanche, Jules Verne n'est pas dans le genre fantastique, il fait pas appel à la magie, au surnaturel ou à quoi que ce soit de ce genre. Au contraire, il fait reposer le voyage lunaire sur des avancées scientifiques et il décrit minutieusement le fonctionnement en fait du système qui permet d'aller sur la Lune, etc. Enfin, il ajoute de la précision là-dedans, il ajoute de la documentation scientifique pour que ça ait l'air crédible. Et c'est ça, à mon sens, plus que son imagination qui initie quelque chose de nouveau dans la littérature et qui fait la particularité de Jules Verne. C'est le fait de mêler imagination et science. Et c'est pour cette raison aussi, je considère, comme beaucoup de gens, qu'il inaugure le genre de la science-fiction, même si le terme est en quelque sorte un anachronisme et ne qualifiera son travail qu'après coup, puisque si le mot science-fiction apparaît pour la première fois en 1851 dans un essai de William Wilson, il ne deviendra pas populaire avant le XXe siècle. Quoi qu'il en soit, malgré ce genre nouveau auquel Jules Verne habitue ses lecteurs, ce qu'il faut aussi avouer, c'est que de son vivant, malgré un succès commercial indéniable, sur le plan critique, on va dire qu'il a un succès plus mitigé.
On le trouve très divertissant, mais on lui reproche aussi de produire une littérature dite de jeunesse, donc pas très sérieuse. Je dis qu'on lui reproche pas forcément d'écrire de la littérature jeunesse, mais c'est plus que on qualifie sa littérature de littérature jeunesse, et donc on la considère pas forcément avec autant de sérieux, avec autant de crédibilité que la littérature générale, on va dire. Alors après, ça veut pas dire qu'il passe à côté non plus de toute forme de reconnaissance. En 1870, il obtient par exemple la Légion d'honneur pour son succès en tant qu'écrivain. Alors après, j'entends bien, on récompense plus le succès en tant que tel que sa plume à proprement parler, avec cette distinction. Mais c'est toujours ça de prix, et ce qu'on peut aussi souligner, c'est que l'Académie française le distingue tout de même, puisqu'elle lui attribue le prix Monthyon en 1872 pour plusieurs de ses romans. Alors je l'avoue, c'est pas le prix le plus prestigieux qui soit, et d'ailleurs il l'obtient surtout parce qu'on considère que ses livres sont utiles aux mœurs de l'époque, parce qu'ils contribuent à éduquer la jeunesse. Mais bon, encore une fois, c'est toujours ça de prix, et tout ça pour dire aussi que si Jules Verne est un auteur populaire, il n'est pas non plus totalement boudé par l'intelligentsia de l'époque. En revanche, effectivement, il n'est pas non plus considéré comme le nouveau Victor Hugo, et c'est pour cette raison qu'il va rencontrer peut-être quelques difficultés pour entrer à l'Académie française. En fait, en 1869, son éditeur Hetzel lui dit que ce serait peut-être bien qu'il songe à y entrer. À mon avis, il sent que ce serait bon pour les affaires. Du coup, quelques années plus tard, en 1876, oui, Jules Verne prend vraiment son temps, il pose une première candidature, mais il échoue à être élu faute de soutien. Il fera une autre tentative quelques années plus tard, en 1883, notamment avec l'appui cette fois de son ami Alexandre Dumas fils, qui s'y trouve alors, mais il échoue de nouveau. Donc il retentera encore en 1892, mais pareil, ce sera encore un échec, et au final, malheureusement pour lui et ses ambitions, il entrera jamais à l'Académie française, ce qui contribuera notamment à lui faire écrire ces mots l'année suivante dans une interview pour un journaliste américain. Le grand regret de ma vie est que je n'ai jamais compté dans la littérature française. Bon, encore aujourd'hui, on a parfois tendance à faire de Jules Verne un grand mal-aimé de la littérature. Comme je l'ai dit, on lui colle toujours cette étiquette d'auteur jeunesse. Néanmoins, en termes de reconnaissance, Jules Verne est quand même loin d'être en reste. Effectivement, c'est pas l'auteur qu'on étudie le plus à l'école, néanmoins il y a un grand nombre d'établissements en France qui portent son nom. Il est toujours très lu en France comme à l'étranger, d'ailleurs ses livres sont parmi ceux qui se vendent le mieux aujourd'hui dans la collection des livres de poche. Ses œuvres ont fait l'objet de plusieurs adaptations cinématographiques. Bref, pour un auteur qui a produit une littérature populaire, de divertissement, disons-le, il bénéficie quand même d'une forte reconnaissance. Bon, sinon, à côté de tout ce que je vous ai raconté, ce qu'on peut aussi dire sur la vie de Jules Verne à partir du moment où ça marche vraiment pour lui en tant qu'auteur, c'est qu'en 1871, il s'installe à Amiens pour rejoindre sa belle famille, et il y habitera plus de 30 ans, en fait il y habitera jusqu'à sa mort. La ville présente l'avantage d'être plus calme que Paris tout en étant très proche, ce qui est très pratique pour ses affaires. Un truc que je trouve important de mentionner également, c'est qu'on a souvent tendance à réduire Jules Verne à un créatif de bureau. En gros, on va dire qu'il a produit une littérature d'aventure, de voyage, mais en restant chez lui. Et ça, disons que c'est vrai et faux à la fois. En un sens, oui, Jules Verne base le plus souvent ses romans d'aventure sur de la documentation. Il était loin d'être un explorateur, mais en même temps, on peut pas dire qu'il ait jamais quitté son bureau. Au cours de sa vie, en réalité, il va faire quand même quelques voyages, notamment en Écosse, en Angleterre, en Norvège. En 1867, il fait une croisière aux États-Unis qui lui inspire le roman Une ville flottante. Bon, par contre, il y reste qu'une semaine, juste le temps de voir New York et les chutes du Niagara, mais enfin, il a mis le pied en Amérique, continent qu'il aimait beaucoup. Il navigue aussi pas mal en Méditerranée, dans la Manche ou proche des côtes bretonnes, et quand je dis il navigue, il se contente pas d'être passager d'un bateau, non, c'est lui qui navigue vraiment parce que il sait naviguer, et il aura même successivement 3 bateaux. Il sera également membre du Yacht Club de France, dans lequel se retrouvaient différents passionnés. Donc tout ça pour dire que Jules Verne n'est pas non plus le genre d'auteur qui a passé sa vie le cul vissé sur une chaise. Bon, par contre, au sujet de ces bateaux, ce qu'on peut dire, c'est qu'il vend le dernier en 1885, essentiellement parce que ça lui coûte cher de l'entretenir, et qu'à côté de ça, il doit aussi gérer les frasques de son fils Michel, qui est, comme on l'a dit, un sacré garnement. Je vous en ai pas encore parlé, mais pour vous faire un rapide résumé de la vie de Michel, dès l'adolescence, c'est un gamin qui pose des problèmes de comportement. Donc, à l'âge de 15 ans, Jules Verne l'envoie pendant 6 mois dans une colonie pénitentiaire près de Tours. Pour faire simple, c'est un centre de redressement pour les jeunes délinquants. Il en tire visiblement aucune leçon, si bien qu'à l'âge de 18 ans, Jules Verne l'envoie cette fois-ci encore plus loin, il l'envoie vers les Indes. Bon, le voyage dure 18 mois et ensuite il revient, mais il le refoue immédiatement à la porte dès son retour, en lui versant quand même une pension de 600 francs par mois pour qu'il puisse
grosso modo se débrouiller, sauf qu'il se débrouille pas du tout, ou alors s'il se débrouille, c'est juste pour s'attirer des ennuis, si bien que Jules Verne doit intervenir un coup pour lui éviter un duel, et qui se retrouve surtout à devoir rembourser ses dettes, parce que Michel a semble-t-il un don inouï pour s'endetter. Côté cœur, ça va pas mieux non plus, il fait n'importe quoi, il se marie, ensuite il se barre du domicile conjugal, puis quand il revient, il trompe sa femme et il la bat. Bref, j'ai envie de dire, il coche toutes les cases possibles pour mener la vie dure à son père, et en effet, Michel Verne, pendant toute son existence, ne fera que d'apporter des problèmes à Jules Verne, raison pour laquelle, même s'ils resteront en contact pendant toute leur vie, ils auront aussi une relation très conflictuelle. Néanmoins, dans la famille Verne, il n'y a pas que Michel qui déraille, il y a aussi Gaston, le neveu de Jules Verne, qui, le 9 mars 1886, a une idée un peu saugrenue, prendre un revolver et tirer sur son oncle. Heureusement, il le touche seulement à la jambe et il le tue pas, mais Jules Verne ressort quand même handicapé de cet épisode, il garde la balle dans la jambe et surtout il boitera un peu jusqu'à la fin de sa vie. Alors vous me direz pourquoi le neveu de Jules Verne a voulu lui tirer dessus. La vérité c'est que c'est pas très clair, le père de Gaston, Paul Verne, dira que c'était pour attirer l'attention sur Jules Verne et ainsi l'aider à entrer à l'Académie française, projet douteux s'il en est. En tout cas ce qui semble surtout ressortir c'est que Gaston Verne est atteint de troubles mentaux, donc à la suite de cette tentative de meurtre, il est arrêté et il sera interné jusqu'à la fin de sa vie. Bref, sur ce coup, Jules Verne l'a échappé belle. Bon, ensuite, sinon, je vous ai dit qu'il s'était installé à Amiens, et en fait, il fait pas que y vivre, il s'investit aussi dans la vie locale. Le 6 mai 1888, il est d'ailleurs élu au conseil municipal sur la liste républicaine, ce qui correspond à une gauche modérée, même si lui, politiquement, il est plutôt monarchiste. Bon, après, la vérité, c'est que s'il rejoint les républicains, c'est pas pour des raisons politiques, c'est juste qu'il lui fallait un parti qui lui permettrait de mener des actions concrètes pour la vie locale. Jules Verne n'est pas ici dans une démarche idéologique ou politique, il veut juste contribuer sur un plan, on va dire, administratif et pratique à la vie d'Amiens. Évidemment, en parallèle de ses fonctions, il continue d'écrire, de toute façon, il écrira jusqu'à la fin de sa vie, même si pendant les dernières années, il ralentit son rythme d'écriture. Le truc, c'est qu'au début des années 1900, sa santé décline, il souffre de la cataracte qui touche très sévèrement son œil droit et limite sa vision. En plus de ça, il a du diabète qui réduit aussi sa vue et qui l'affaiblit petit à petit. Et en mars 1905, il fait une crise de diabète justement très sérieuse qui finit par le paralyser et avoir raison de lui. Il s'éteint à Amiens le 24 mars 1905 à l'âge de 77 ans. Néanmoins, vous savez ce qu'il y a de plus triste encore que de mourir pour un écrivain comme Jules Verne ? Eh bien, c'est d'avoir pour seul héritier un garnement de fils. Bon, en fait, c'est pas exactement le seul héritier de Jules Verne, puisque la femme de Jules Verne, si vous avez bien suivi, avait 2 filles avant de l'épouser. Et Jules Verne, sur son testament, indique qu'il leur laisse 50 000 francs chacune, ce qui est vraiment une très belle somme pour l'époque. Bon, pour une raison que j'ignore, elles refusent toutes les deux l'héritage, au contraire de Michel, qui ne le refuse pas pour la bonne et simple raison que son père ne lui lègue pas un centime. La raison que Jules Verne invoque pour justifier ce choix, c'est que de son vivant, Michel l'a tellement fait raquer avec toutes ces histoires, toutes ces emmerdes, que finalement, en guise de réparation, il lui donne rien du tout. Bon, après, c'est juste sur le plan financier qu'il hérite de rien du tout, parce que sinon, c'est à lui que reviennent les manuscrits, les livres, tous les papiers de son père, et c'est lui qui va hériter également de la responsabilité de veiller sur l'œuvre de Jules Verne. Et ça, quelle catastrophe. Parce que dans les années qui suivent la mort de son père, que fait Michel Verne ? Eh bien, comme il n'a aucune réputation en tant qu'auteur, sans doute pour se faire de l'argent, il usurpe le nom de Jules Verne pour publier parfois des œuvres à lui. Par exemple, en 1907, il publie l'agence Thomson & Co. sous le nom de son père, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que c'est lui qui l'a entièrement écrit. En 1909, il publie Les Naufragés du Jonathan, qui est en fait une version modifiée par lui d'un manuscrit de son père, évidemment non publié et intitulé initialement En Magellanie. Bref, j'ai envie de dire, c'est pas forcément l'héritier qui avait le plus à cœur de faire respecter l'œuvre de son parent. Et justement, en parlant d'œuvre, quand on fait le bilan, la production littéraire de Jules Verne est plutôt conséquente, puisqu'elle comprend au total plus de 70 romans, des dizaines de nouvelles, une quarantaine de pièces de théâtre, plus de 180 poèmes et chansons, et des tonnes d'articles qu'il a pu rédiger au cours de sa vie pour des périodiques. Bon, après, je dis pas que toutes ces œuvres se valent, il y en a des plus réussies que d'autres, évidemment, mais en tout cas, c'est juste pour dire qu'il aura pas chômé et que Hetzel l'aura effectivement bien fait travailler. Enfin, un dernier mot avant de conclure cette vidéo sur un sujet que je ne pouvais pas éluder, je me doute qu'il y en a forcément qui m'en auraient parlé en commentaire si je l'avais pas mentionné, c'est l'antisémitisme de Jules Verne. Aujourd'hui, Jules Verne se traîne effectivement une réputation d'antisémite, et pour quelle raison ? Eh bien parce que dans ses œuvres, on peut trouver en effet plusieurs
plusieurs stéréotypes antisémites. Il a tendance par exemple à associer les juifs à l'argent, à les représenter en personnages cupides, capitalistes, avec un nez crochu, etc. Bref, la panoplie complète du juif stéréotypé. Néanmoins, ce que je préciserai aussi par souci de justesse, c'est que en dehors de ses romans, lui en tant qu'homme n'a semble-t-il jamais manifesté de haine radicale et consciente envers les juifs, comme l'a pu faire par exemple un Céline. Ce que je veux dire, c'est qu'à ma connaissance, on ne retrouve pas dans sa correspondance des traces d'antisémitisme, il n'a pas écrit des pamphlets contre les juifs, il ne militait pas contre eux, et c'est pour ça que, même si ça n'excuse rien, disons qu'il véhicule plus des clichés de son époque qu'une haine consciente du judaïsme. Voilà, c'était juste pour préciser. Sur ce, je vais m'arrêter ici pour cette biographie consacrée à Jules Verne. Évidemment, je prétends pas en une seule vidéo avoir fait le tour de sa vie, mais je pense que maintenant vous vous figurez peut-être un peu mieux qui il était. Et surtout, j'espère que ça vous donnera envie de découvrir ou de redécouvrir ses œuvres. Encore merci à White Control d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez un mois offert sur l'abonnement premium pour toute souscription en passant par le lien qui est dans la description juste en dessous. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner, à activer la cloche. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, aussi, si vous voulez, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter. Le lien est dans la description.